Alors moi je vais faire la partie un peu catéchisme dont parlait Michel tout à l'heure, c'est-à-dire je vais essayer de vous parler de l'anthropologie, c'est-à-dire la conception de l'homme qui anime les bouleversements sociaux contemporains. Mon but c'est d'essayer de mettre en perspective l'opposition à la loi Taubira par rapport à une rupture anthropologique qui a lieu en réalité depuis très longtemps, pour 200 ans selon certains, depuis au moins 50 ans. Vous avez vu que dans l'opposition à la loi Taubira, on s'est opposé, certains ici s'y sont opposés, au droit à l'enfant, c'est-à-dire à la possibilité de fabriquer des enfants, d'instrumentaliser des enfants à des fins personnelles. Et en fait, la possibilité même qui fonde l'instrumentalisation des enfants, la production des enfants, constitue cette rupture anthropologique. La thèse que je voudrais essayer de démontrer, c'est que nous sommes arrivés à une époque que l'on peut caractériser comme barbarie démocratique. Barbarie démocratique en un sens très précis. Vous savez que le barbare, c'est celui qui ne parle pas la langue grecque. C'est un mot grec au départ, donc c'est celui qui ne parle pas la langue grecque. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on arrive à une époque qui ne parle pas la langue grecque, qui ne ne sait plus ce que c'est même qu'un homme. La notion même de l'homme, de l'être humain, est complètement détruite. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a trois notions, l'être humain, la personne humaine et la dignité de la personne humaine, qui forment un socle anthropologique de notre civilisation, qui est complètement bazardé, notamment par la loi Taubira. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que l'homme moderne, l'homme de la barbarie démocratique, c'est-à-dire l'homme qui méprise l'homme, se voudrait libre et est devenu un esclave. Qu'est-ce qu'un esclave? C'est l'être humain qui peut être instrumentalisé, qui peut devenir un moyen au service d'une fin qui lui est étrangère. Et je vais essayer de vous montrer que l'homme démocratique, précisément, parce qu'il le veut paradoxalement, est devenu esclave de fins qu'il dépasse. C'est le cas du droit à l'enfant. On peut produire un enfant pour les désirs d'autres êtres humains. Et c'est le cas d'autres combats dont je vous parlerai. Et donc, la rupture anthropologique, elle consiste en ceci, que l'on passe d'une culture, d'une civilisation dans laquelle prime ce que l'homme vaut, à une civilisation dans laquelle prime ce que l'homme veut. C'est-à-dire une civilisation dans laquelle prime la dignité de la personne humaine, à une civilisation dans laquelle prime la liberté absolue sans aucune contrainte. Si jamais je suis compliqué, vous me le dites et je clarifierai parce que je sais pas en fait quel est votre niveau en philosophie. N'hésitez pas à m'interrompre. Je procéderai en 3 temps. Je vous montrerai d'abord dans quelle mesure on assiste à la fin de l'homme, c'est-à-dire à la fin de l'idée même d'humanité, qui constituait le socle grec de notre civilisation. La définition de l'homme comme animal rationnel. On va voir que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ensuite, je vous montrerai comment est détruit une deuxième strate du socle civilisationnel à travers la destruction de la notion de personne. Je vais essayer ça peut peut-être être un peu compliqué, mais de vous montrer en quoi la notion de personne, qui vous paraît peut-être un peu évidente, en fait, est une notion extrêmement profonde et qui a des racines culturelles extrêmement importantes. Et enfin, je vous montrerai comment, par conséquent, c'est la notion de dignité de la personne humaine qui est totalement bazardée à travers 3 aspects: le droit à l'enfant, le développement du marché procréatif et la recherche sur l'embryon humain, et le combat qui, je l'espère, va vous occuper cette année, qui est celui de l'euthanasie. Donc on assiste aujourd'hui à la fin de l'homme, c'est-à-dire à la fin de l'idée que l'on s'est toujours fait de l'homme. L'homme, vous le savez, depuis Aristote, était défini comme un animal rationnel, c'est-à-dire comme un animal ayant une différence spécifique par rapport aux autres animaux, différence spécifique qui consistait dans son usage de la raison. L'homme est doué de parole, mais pas seulement il n'est pas seulement capable de produire des sons, ce sont des sons articulés qui ont une signification et se distinguaient jusqu'à récemment des autres animaux. Or, il se trouve que depuis au moins une centaine d'années, ce qu'on appelle l'évolutionnisme, je pense que vous savez ce que c'est, théorie darwinienne, rabaisse l'être humain au niveau des autres animaux et fait que l'homme n'est qu'une évolution possible parmi toutes les évolutions du vivant. Ce qui fait qu'il n'y a plus de différence spécifique entre l'être humain et les autres animaux. Si vous voulez, entre le singe et l'être humain, il n'y a qu'une différence de degré et plus de nature. Dit comme ça paraît pas grave. En réalité, ça peut l'être. Vous avez des philosophes anglais qu'on appelle des antispécistes, c'est-à-dire des gens qui s'opposent à la différence spécifique de l'être humain, qui en tirent des conclusions éthiques extrêmement lourdes, qui consistent à dire, par exemple, chez Spencer, qu'il n'y a pas de raison de protéger plus un enfant handicapé qu'un petit singe, puisque tous deux ont des capacités mentales équivalentes. Vous voyez, donc après tout, pourquoi pas légaliser l'avortement postnatal? Et tout ça parce que l'idée même de l'homme n'est plus différente de l'idée qu'on se fait de l'animal. Ça, c'est le premier niveau de disparition de l'idée d'homme. Donc l'homme est un animal comme les autres. Et aujourd'hui, vous avez paradoxalement une nouvelle idéologie qui est montante, qu'on appelle le gender.
et qui consiste paradoxalement à dire à la fois que l'homme est un animal, mais qu'à la différence des autres animaux, lui, il n'est pas partagé entre masculin et féminin. C'est un peu le paradoxe de la modernité, qui vous dit que vous êtes un animal, mais qu'à la différence des animaux, vous avez autant de sexes que vous voulez. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est le gender. Ouais. Donc l'idée du gender, c'est que, j'explique pour ceux qui ne savent pas, vous avez un sexe biologique, mâle, et une identité sociale, masculine. Et le rapport entre les deux, c'est ce que dit Butler dans son livre fondamental. Elle dit qu'en fait, le rapport entre votre sexe biologique et votre sexe mental ou social est flottant. Donc, vous pouvez avoir un corps d'homme et une identité de femme. Ce qui paraît un peu absurde, mais ce qui, elle part des cas d'hermaphrodites, de gens qui ont deux sexes. Alors, je sais pas précisément, je suis pas biologiste, mais apparemment, il y a des gens qui ont deux sexes qui, du coup, sont obligés de choisir une identité sociale qui, forcément, ne correspond pas totalement à leur réalité biologique. Ce qui est intéressant dans ce gender, je pense qu'il faut pas parler de théorie du genre, d'ailleurs. Parce en fait, c'est pas théorisé, c'est plutôt une déconstruction, justement, des identités, une théorisation, une construction d'identité. Voilà, il s'agit de déconstruire et pas de construire. C'est pas vraiment une théorie. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, et j'y reviendrai plus tard, un fort dualisme. Puisque tous ici, vous êtes, selon le gender, séparés entre une identité socioculturelle et une identité biologique. Donc ça veut dire que l'anthropologie, la conception qu'ils ont de l'homme, est dualiste. Alors que l'anthropologie classique, elle est unitaire. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Et enfin, vous avez un troisième niveau de déconstruction de l'idée d'humanité, qui est quelque chose dont vous avez peut-être pas entendu parler, qui s'appelle le transhumanisme. Non, vous ne savez pas? Transhumanisme, ou post-humanisme. Donc voilà, les cyborgs. Donc, il y a un livre ici de Monsieur Best, Demain les post-humains, que je vous conseille, qui est très rigolo, et qui explique en fait l'homme doit être dépassé. Non pas au sens de Pascal où l'homme passe l'homme et l'homme doit se dépasser vers une transcendance, mais la nature de l'homme étant limitée, ses capacités intellectuelles étant limitées, il faut augmenter les capacités de l'être humain. Augmenter comment? Par deux moyens. Alors, vous deviez voir hier Bienvenue à Gattaca, je vous conseille vraiment de voir ce film. Deux moyens que sont le clonage et les nanotechnologies. Donc il s'agit ici d'augmenter les capacités de l'homme, voire même de transplanter l'esprit humain dans ce que dur ultra perfectionné. Pourquoi? Parce que voilà, c'est triste, mais l'homme est limité, on n'a pas la mémoire qu'on veut, en plus que l'homme est assez méchant, il fait la guerre, donc au moins si on était dans un monde de cyborg d'ordinateur, il y aura peut-être moins de guerre. Donc là aussi vous avez une anthropologie très intéressante qui est, j'y reviendrai peut-être aussi, gnostique, c'est-à-dire qui méprise fondamentalement la nature humaine et qui essaie de la dépasser. Besnier, B-E-S-N-I-E-R. Donc le clone et le cyborg, et si possible un mix des deux, est appelé à dépasser l'être humain. Et ça, c'est pas réservé à la science-fiction. C'est pas juste des auteurs de science-fiction qui vous parlent du post-humain. C'est déjà des programmes de recherche financés par Google aux États-Unis qui commencent à réfléchir à comment augmenter les capacités de l'homme. Et donc le grand rêve, c'est, je vais vous faire une citation de Besnier, faire advenir un successeur de l'homme qui ne devrait rien à la sexualité et qui résulterait d'un processus d'auto-engendrement. Parce que ce qui fait horreur en fait au post-humanisme, c'est toute la dimension corporelle, donc sexuelle, de l'être humain, c'est ce qu'il s'agit de dépasser pour qu'advienne le post-humain. Donc voilà, trois composantes de la fin de l'homme qui débouchent sur une espèce de vœu d'homme nouveau, qui n'est pas loin de là l'homme nouveau de Saint Paul, qui est plus proche de l'homme nouveau de Nietzsche, et constitue en fait la destruction plus ou moins consciente du socle hellénique de notre civilisation. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une deuxième strate du socle civilisationnel qui est actuellement détruite, et qu'on voit détruite dans la loi Taubira, qui est la destruction de l'anthropologie proprement chrétienne, à travers la destruction de l'idée de personne humaine. La modification anthropologique qu'apporte le christianisme, qui est une sorte de, si vous voulez, de perfectionnement de l'anthropologie grecque, c'est l'idée de personne qui est à bien distinguer de l'idée d'individu. Si vous voulez, l'individu, c'est un être qui vaut en lui-même, et la personne, c'est un être qui est relatif à d'autres personnes qui lui donnent à exister. L'individu est un être qui existe par lui-même, et la personne est un être de relation. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a un fondement théologique extrêmement important de la notion de personne, qui est un fondement chez Saint-Augustin notamment, qui est le premier à vraiment théoriser cette notion dans ses réflexions sur la Trinité. En fait, quand vous parlez de personne, quand plus tard la Déclaration universelle des droits de l'homme parlera de personne humaine, en fait, elle s'inspire, évidemment pour la combattre, mais elle s'inspire de la révélation chrétienne, qui elle théorise la notion de personne à partir d'une réflexion sur la Trinité. Pourquoi?
Parce que, vous savez, la Trinité, alors je fais un petit excursus théologique, on dormira pas trop. La Trinité, c'est une nature, enfin c'est une substance divine en 3 personnes, en 3 hypostases en grec. 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la personne du Fils, du Christ, a elle 2 natures, une nature divine et une nature humaine, parce que c'est une nature divine qui s'est incarnée. Donc c'est à la fois une personne et une personne avec 2 natures, divine, humaine. Et la notion de personne humaine va en fait, en gros, être calquée sur la notion de personne du Christ, puisque l'être humain est un être de corps et un être d'esprit. Mais ces 2 éléments de la personne humaine forment une unité. Et cette unité, lui, est assurée par sa ressemblance avec le... Et donc, si vous voulez, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette anthropologie de la personne humaine, elle est fondamentalement unitaire. La personne humaine forme un tout unitaire. Et donc, vous voyez que déjà, on est loin du gender où vous avez un corps et un esprit qui sont complètement flottants. Flottant, c'est le mot de Judith Butler. Dans l'anthropologie chrétienne, les 2 sont harmonieux. Et ils doivent être harmonieux ou harmonisés pour que la personne existe vraiment. Le christianisme s'est toujours opposé aux philosophies, aux idéologies, aux anthropologies qui niaient le corps. Et notamment ce qui s'est appelé l'hérésie arienne, l'arianisme. Et on peut voir aujourd'hui, en fait, une résurgence de l'arianisme dans cette espèce de mépris du corps implicite au gender. C'est-à-dire que, en fait, ton corps est indifférent à ta sexualité et à ton identité sexuelle. Et ça, en fait, quand un chrétien voit ça, lui, il pense tout de suite en fait, c'est de l'arianisme. Et donc, ce qui est très important avec cette notion de personne, c'est que ce qui s'est produit à la Révolution française, qui constitue, je pense, pour le début de la rupture anthropologique, c'est quelque chose d'assez bizarre, en fait. C'est-à-dire que les droits de l'homme ont repris la notion de personne humaine. Et en fait, ce n'est que depuis quelques années que la notion de personne humaine est contestée, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule bien que la personne humaine a une dignité, et si vous voulez, il forme une espèce de compromis laïque autour de la notion de personne humaine, puisque, en gros, les révolutionnaires anticléricaux et certains chrétiens s'accordent autour de la notion de personne humaine. Si vous voulez, l'opération intellectuelle qui a permis d'asseoir la légitimité, je parle en termes strictement politiques, de la Révolution française, ça a été de dire, en gros, vous avez une notion de personne humaine parce que vous l'avez fondée dans votre révélation chrétienne, mais nous aussi on a une notion de personne humaine, nous aussi on peut respecter la personne humaine sans Dieu. Et donc, jusqu'à au moins cette année, ça pouvait paraître plausible. On pouvait se dire, mais oui, en fait, il existe un humanisme athée. Et en fait, la rupture anthropologique consiste à montrer en quelque sorte le mensonge de ce compromis laïque et donc du compromis des droits de l'homme, dans la mesure où les droits de l'homme semblent ne pas être suffisants pour que la personne humaine soit respectée. Et donc, vous voyez que l'émergence du droit à l'enfant de cette année, qui suppose qu'il n'y ait plus de dignité de la personne humaine, puisque l'être humain peut redevenir un instrument, comme l'était l'esclave, est en réalité extrêmement profond. En fait, il me semble que peut-être que inconsciemment, si les gens se sont autant réveillés cette année, c'est parce que au-delà de l'aspect Taubira, droit des homos, etc., il y avait quelque chose de très lourd qui s'est passé, c'est que la notion de personne humaine, la dignité de la personne humaine, a été complètement bazardée. Et donc, les gens se sont rendus compte, peut-être inconsciemment, que ce compromis laïque, qui consistait à dire on peut être humaniste au sens où on peut défendre la dignité de la personne humaine, s'est avéré complètement faux. Donc les gens se sont dit, en fait, la laïcité, bon, tout ça c'est inconscient, donc c'est de côté. En fait, la laïcité, qui nous avait dit vous pouvez défendre l'homme sans Dieu, faut que ce soit un peu mensonge. Donc, je voudrais juste vous lire, sans vouloir faire acte d'hérésie, le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule expressément la dignité de la personne humaine. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ça, c'est le premier préambule de la déclaration de 48. Où vous avez une chose très intéressante, c'est qu'il est dit que la dignité de la personne humaine fonde la liberté. Or, la rupture anthropologique consiste à inverser les deux. C'est-à-dire que ce n'est plus la dignité qui fonde la liberté, mais la liberté qui fonde la dignité. Donc, c'est parce que certains ne sont pas libres, parce qu'ils sont handicapés mentaux, par exemple, qu'ils n'ont pas cette dignité de personne humaine qui fait qu'on les respecte. Ou c'est parce que certains veulent librement être euthanasiés qu'ils n'ont pas, qu'ils perdent de ce fait leur dignité qui faisait qu'on les forçait à vivre. La dignité humaine fait que si vous voulez vous suicider, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voulez vous suicider que vous n'êtes plus digne de vivre. Donc, vous êtes en quelque sorte forcé de vivre parce que vous êtes digne de vivre. Donc, si vous voulez, ce qui se produit peu à peu, c'est la rupture du compromis laïque et la rupture d'un certain continuum anthropologique, c'est-à-dire d'un certain consensus autour d'une anthropologie de la dignité de la personne humaine qui est maintenant de plus en plus visible. Et donc, on assiste de manière maintenant très claire à la contestation explicite
d'une notion qui vous paraît peut-être évidente et peut-être naïve et sans doute niaise, mais qui, je l'espère, à la fin de ce topo, ne le sera plus, qui est la notion de dignité de la personne humaine. En effet, vous avez un philosophe, si je puis dire, qui s'appelle Ruwen Ogien, qui est un peu le philosophe de Libération, le journal Libération, et qui déclarait dans une conférence cette année que le concept de dignité de la personne humaine était devenu un concept réactionnaire. Ce qui, quand on est dans une tradition un peu royaliste, paraît complètement fou, quoi. Parce que la notion de dignité de la personne humaine était la première notion de la Déclaration des droits de l'homme. Et lui, il dit, en fait, c'est devenu une notion réactionnaire. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est devenu une notion réactionnaire pour lui? Parce que, au nom de la dignité humaine, vous pouvez empêcher des gens de vendre leurs organes, de se prostituer, de pratiquer ce qu'on appelle une GPA, une maternité pour autrui, de, et même de vendre vos enfants. Vos enfants sont dignes et en plus sont dignes, ils ne peuvent pas être vendus. C'est quoi la définition classique de la dignité? La dignité, vous avez une définition très claire chez Kant, c'est le fait de considérer l'homme comme une fin et pas comme un moyen. Et donc de ne pas instrumentaliser l'homme pour des fins qui le dépassent. Et le paradoxe de la modernité, c'est que c'est pas l'homme qui se fait instrumentaliser par quelqu'un d'autre, comme dans le cas de l'esclavage, c'est l'homme qui se fait lui-même instrument de quelqu'un d'autre pour, par exemple, se vendre dans le cas de la GPA. Là, on imagine que la femme pourrait vendre sa maternité, voilà, pour gagner de l'argent. Donc elle pourrait faire d'elle-même un moyen au service d'une fin différente. Et la notion de dignité implique qu'on ne puisse pas faire de soi-même un moyen, qu'on ne puisse pas soi-même se vendre pour autrui. Alors évidemment, on peut vendre son travail, mais quand on vend son travail, c'est pas sa propre personne qu'on vend. C'est une certaine activité limitée qui comprend du temps libre. Mais une maternité, c'est pas du travail. La femme est elle-même enceinte, elle est elle-même transformée, son être même est modifié par sa grossesse. Ouais, je vais y venir. L'avortement, ça implique que l'embryon humain n'ait aucune dignité. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais dans la loi qui est passée cet été, donc qui autorise la recherche sur l'embryon humain, donc concrètement qu'on charcute des embryons humains, on parle toujours de la recherche sur l'embryon, on dit jamais la recherche sur l'embryon humain, alors que c'est des embryons humains. Il y a une espèce comme à chaque fois, de tour de passe-passe sémantique qui consiste à nous faire oublier que, et c'est comme pour la GPA. La GPA, on vous dit gestation pour autrui. Donc en gros, c'est juste la femme qui a le ventre qui grossit, et ça c'est pour l'autre. En fait, on oublie que après la gestation, il y a l'accouchement qui modifie durablement le corps de la femme, et après il y a un enfant, et cet enfant on le donne à quelqu'un d'autre. On le donne où on le vend. Et ça, évidemment, c'est caché par là. Ça c'est très important à voir dans le combat politique, je pense. Je pense que vous l'avez déjà vu. C'est le travail sémantique. C'est-à-dire que le combat politique est, je pense, avant tout un travail sur les mots, et avant tout un effort pour pas se faire piéger par les mots d'autrui. Alors on l'a vu cette année que le mariage, ça fait universel. En fait, on se rend compte que c'est pas pour tous, c'est pour les homosexuels, et c'est pour un certain électorat, et en fait c'est pour certains homosexuels. Donc, il faut toujours essayer de combattre, avant de descendre dans la rue, de combattre mentalement, intellectuellement les pièges sémantiques entendus par les. Donc cette notion de dignité de la personne humaine devient un concept réactionnaire. Face à trois choses. La première chose, c'est, donc là j'en ai beaucoup parlé, l'émergence du droit à l'enfant. Le droit à l'enfant, donc s'oppose au droit de l'enfant, qui est lui donné, qui théoriquement devait être donné par les droits de l'homme, parce que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Alors là, s'ils naissent, c'est parce que cette dignité leur vient d'ailleurs, et c'est une sorte de dignité métaphysique. Alors là, on considère que non, en fait, c'est au moment où les hommes naissent qu'ils deviennent dignes. Mais c'est pas ce que dit la déclaration. Elle dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, donc ils naissent, ils sont déjà dignes. Et là, vous voyez, il y a une espèce de truc bizarre. Donc le droit à l'enfant suppose que l'enfant soit l'objet d'un droit, donc qu'un être humain soit l'objet d'un droit, voire d'un échange, d'un droit et par conséquent d'un échange. Vous savez que le droit est étroitement lié au commerce, et que par conséquent, l'être humain, qui est l'embryon humain ou le jeune enfant, ne soit plus considéré comme une fin, mais comme un moyen. Je voudrais vous lire un petit texte de Maurras, un texte dans lequel on voit précisément cette anthropologie, non seulement de l'être humain, mais aussi de la personne humaine comme être de relation, et par conséquent comme être dépendant d'autrui, est complètement présent dans le texte de Maurras, ce qui fait que voilà, on sait que Maurras a des rapports complexes avec le catholicisme, mais au moins il en avait l'anthropologie la plus classique. Donc c'est au début du recueil Mes idées politiques, dans le paragraphe qui s'appelle « L'inégalité protectrice ». Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier « Je suis libre !» Mais le petit homme. Au petit homme, il manque tout. Bien avant de courir, il a besoin d'être tiré de sa mère, lavé, couvert, nourri. Avant que d'être instruit des premiers pas, des premiers mots, il doit être gardé de risques mortels. Le peu qu'il a d'instinct est impuissant
à lui procurer les soins nécessaires, il faut qu'il les reçoive, tout ordonné d'autrui. Il est né. Sa volonté n'est pas née, ni son action proprement dite. Il n'a pas dit je, ni moi, et il en est fort loin, qu'un cercle de rapides actions prévenantes s'est dessiné autour de lui. Le petit homme, presque inerte, qui périrait s'il affrontait la nature brute, est reçu dans l'enceinte d'une autre nature empressée, clémente et humaine. Il ne vit que parce qu'il en est le petit citoyen. Son existence a commencé par cet afflux de services extérieurs gratuits. Là, vous voyez que vous avez toute l'anthropologie de la personne humaine dans la mesure où, ici, l'être humain, je viens d'avoir un bébé, c'est exactement ce que je vois, est intégralement dépendant à la naissance d'autrui. C'est-à-dire qu'il reçoit tout d'autrui et il ne peut exister que grâce à autrui. Alors que la plupart des animaux, en quelques jours, ils sont libres. L'être humain, pas du tout. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que l'être humain, quand il naît, parce qu'il est dépendant d'autrui, suscite à son égard un devoir. Sa dépendance même nous force à lui prêter assistance. Et c'est exactement l'inverse que suppose la notion de droit à l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes là pour prêter assistance à l'enfant, mais c'est l'enfant qui est là pour nous apporter quelque chose, satisfaire nos désirs, ou même, c'est ce qu'on a vu récemment, guérir une infertilité sociale. L'infertilité sociale, c'est l'infertilité des personnes de même sexe qui, parce qu'elles sont infertiles, doivent être guéries par des enfants. Vous voyez, c'est l'anthropologie totalement inverse de l'anthropologie classique qu'on voit encore chez Maurras. Et donc, ce développement du droit à l'enfant permet le développement de qu'on peut appeler le marché procréatif, c'est-à-dire, dit de manière très brutale, la vente d'enfants. Alors, je vous conseille un ouvrage d'une auteure de gauche qui s'appelle Sylviane Corps-en-Miettes. Enfin, pour l'anecdote, c'est la femme de Jospin, et qui est une personne de gauche qui a conservé l'anthropologie classique de la dignité de la personne. Et elle explique comment, en réalité, cette GPA, gestation pour autrui, qu'on prétend altruiste, implique la plupart du temps le développement d'un marché. Parce qu'on vous dit que la GPA, c'est une femme qui, généreusement, ferait un enfant pour quelqu'un d'autre. En réalité, ce qui se passe dans tous les cas, partout ça existe, c'est que la femme fait un enfant pour quelqu'un d'autre, on ne lui verse pas un salaire parce que c'est un acte généreux, mais on lui verse une rétribution. Donc en fait, là encore, vous avez un parasitage sémantique, puisqu'en fait, on donne de l'argent à cette femme, mais on dit que c'est pas un salaire, on dit que c'est pour compenser le fait qu'elle a fait cet acte généreux, c'est un salaire. Et donc non seulement ça consiste à vendre son enfant, mais en plus, vous avez un phénomène lié au marché, c'est-à-dire un phénomène de concurrence, puisque c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le baby business, phénomène de concurrence notamment entre l'enfant américain et l'enfant indien. Un enfant aux États-Unis, je crois que c'est 30 000 euros, et un enfant en Inde, c'est 10 000. Donc moins cher de se payer un billet d'avion pour aller en Inde et se faire faire un enfant. Et puis ce qui est intéressant, c'est que la modernité est prise à son propre piège, c'est-à-dire que, vous savez, il y a dans beaucoup de conversations, il y a ce qu'on appelle le point Godwin. Je pense que vous l'avez expérimenté. C'est les heures les plus sombres de notre histoire. Donc, quand vous parlez, on vous dit, au bout de 5 minutes, mais ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, les nazis. Il se trouve que les nazis, ils pratiquaient la GPA, il y avait des lieux avec des espèces d'hôpitaux avec des femmes norvégiennes qui venaient, qui étaient inséminées par des SS, qui pratiquaient une GPA, raciale, mais là, la GPA est forcément raciale. C'est-à-dire que le couple d'homos blancs va pas prendre un enfant noir. Il y a forcément une sélection raciale. Donc même du point de vue de la modernité, la GPA, je pense, pose certains problèmes. Alors le dernier point par lequel la notion de dignité de la personne humaine est détruite aujourd'hui, c'est donc le grand combat qui va, j'espère, vous occuper cette année, qui est l'euthanasie, que ces partisans appellent le droit à mourir dans la dignité. Vous voyez que c'est hyper drôle parce qu'ils emploient le concept qui devrait les détruire. Alors qu'au nom de la dignité, on devrait empêcher les gens de suicider. Et ben là, on dit, non, c'est au nom de la dignité que je veux qu'on me suicide. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que dans le droit à l'euthanasie, vous avez de manière très forte, de manière évidente, la démonstration de ce qu'on peut appeler le mensonge de l'individualisme libéral. Et l'idée c'est puisque je le veux, pourquoi est-ce que je ne le pourrais pas? Et ce que disent les partisans de la dignité au sens classique, c'est tu ne le peux pas parce que tu ne le vaux pas. Tu vaux plus que ce que tu veux. Et par conséquent, tu ne peux pas, moralement ou politiquement. Donc mensonge de l'individualisme libéral, je vous conseille vraiment de lire, je crois que vous en avez parlé aussi, Jean-Claude Michéa, notamment l'ouvrage un peu canonique, L'Empire du moindre mal, essai sur la civilisation libérale, déconstruit pas mal d'un point de vue anarchiste le mensonge libéral. Alors pourquoi est-ce que dans l'euthanasie vous avez de manière paradigmatique, c'est-à-dire de manière
évidente l'actualisation du mensonge libéral. Parce que ce que disent les partisans de l'euthanasie, qui n'ont rien à voir avec les guerriers grecs ou autres, hélas, c'est mais si je veux mourir, pourquoi est-ce que vous m'en empêcheriez? Et donc, ma mort n'engage que moi-même. Donc, puisque ma mort n'engage que moi-même, pourquoi diable m'empêchez-vous de mourir? Eh bien, il me semble, mais on pourra en parler, que c'est un mensonge pour 3 raisons. Non seulement c'est un mensonge, mais surtout ça montre la contradiction de l'individualisme libéral qui prétend n'engager que lui-même et qui en réalité n'engage pas que lui. En effet, d'abord ça engage ses proches. Celui qui veut mourir n'est pas un individu isolé, connecté de toute société et sans aucun proche qui tiendrait à lui. Et donc il engage aussi ses proches activement. Bon, voilà, ça c'est l'argument le plus faible. Parce qu'on pourrait dire oui, mais si ses proches sont consentants aussi, à ce moment-là, il pourrait se faire euthanasier. Mais ça engage surtout pas que lui, parce que ça engage le corps médical. Parce que celui qui veut être euthanasié, il veut pas se suicider, il veut qu'on le suicide. Et donc il engage le corps médical qui lui va être contraint de poser un acte de mort sur lui, acte qu'il désapprouve sans doute. Et c'est exactement le même argument pour l'avortement. On dit oui, mais l'avortement ça n'engage que moi. Bah non, ça engage le médecin qui va devoir te faire, qui va te faire avorter et qui par conséquent va tuer un embryon humain. Et là c'est pareil. Le droit à l'euthanasie et le devoir de tuer pour les médecins, sauf en cas d'objection de conscience. Et vous voyez que l'objection de conscience pour l'avortement, si la défendre. Au début elle est valable quoi, mais au bout d'un moment elle est bazardée. Voilà, donc en fait c'est exactement, c'est un transfert de responsabilité. On dit en fait, l'euthanasie suppose que l'on ne se suicide pas soi-même et donc que l'on fasse de l'autre un responsable de sa propre mort. Et vous voyez que ça c'est pas du tout individualiste, ça implique au-delà de l'individu, donc ses proches je l'ai dit, le corps médical et un troisième niveau, je vais essayer de le montrer, la société tout entière. Ça même d'un point de vue droit de l'homiste, c'est contestable si vous voulez. Parce qu'on dit bah oui mais la liberté s'arrête là où commence l'autre truc, bah oui mais la liberté de médecin, là elle n'existe plus. Bon après il y en a qui pratiquent des euthanasies par passion, je sais pas si cet été le docteur Bonnemaison, qui est un médecin urgentiste, qui a lui a euthanasié 8 personnes à Bayonne. Et quand on lui dit ah bon mais elles étaient consentantes, non mais elles souffraient tellement, c'était un délire, ah bon. Et ce médecin qui a euthanasié 8 personnes est soutenu par la ministre aux personnes âgées de l'ONU. Ça c'est fou. Bref, troisième niveau de la contradiction libérale, c'est que l'individu en fait, si on ouvre le droit à l'euthanasie, en fait c'est pas juste pour certains individus qui n'engageraient qu'eux-mêmes dans cet acte, on engage toute la société. Pourquoi? Parce que si le droit à l'euthanasie est adopté, on vivra dans une société dans laquelle celui qui voudra mourir sera exécuté. Donc, dans une société dans laquelle le droit à la mort primera sur le droit à la vie. Ce qui veut dire que le choix qu'on va avoir à faire cette année pour ou contre l'euthanasie, contrairement à ce qu'on va vous dire, ne sera pas un choix individuel. Est-ce que moi je voudrais être euthanasié dans cette circonstance-là? Ça sera un choix pour toute la société de savoir si on veut vivre dans une société qui nous exécute au moment où on a envie de mourir. Moi aujourd'hui, qui suis jeune, j'ai pas envie que si un jour je suis vieux, un peu malade, un peu fatigué, que je me laisse un peu aller et que j'ai envie de mourir, j'ai pas envie qu'on me tue. Et donc j'ai pas envie de vivre dans une société qui me tue si jamais j'en ai envie. Donc c'est bien un choix en réalité de société. Et tel est le mensonge libéral qui vous fait croire que c'est un choix individuel, alors qu'en fait c'est un choix global. Pour conclure, j'espère que je vous ai montré en quoi ce concept un peu vaporeux de dignité de la personne humaine est en réalité extrêmement important dès lors qu'on le confronte à la réalité contemporaine, qui est celle de la barbarie démocratique. J'ai parlé de barbarie démocratique dans la mesure où une certaine idée de liberté qui était promue par la démocratie est en fait le moyen de détruire l'héritage civilisationnel helléno-chrétien, qui permet aujourd'hui d'instrumentaliser l'être humain dans le droit à l'enfant, dans d'autres pratiques. Et donc voilà, en gros ce que je voulais vous montrer, c'est que le choix aujourd'hui, c'est celui de, la rupture anthropologique aujourd'hui consiste entre deux humanismes, l'humanisme de la dignité de la personne humaine, qui fait primer ce que l'homme vaut, et l'humanisme de la liberté de l'homme, mais en fait il faudrait même pas parler d'homme, qui fait primer ce que l'homme veut. Et donc le choix qui est à faire, c'est celui de la dignité ou de la mort, puisque il s'agit de savoir si l'être humain sera toujours conçu comme une fin, ou bien s'il pourra être instrumentalisé à des fins qu'il dépasse, et donc sacrifié à des fins qu'il dépasse. Et je voudrais juste terminer par une réflexion qui vient de Saint-Augustin, qui disait au début de la cité de Dieu qu'une cité qui n'a pas de mœurs n'a plus de murs. Une cité qui n'a plus de mœurs n'a plus de murs. Je vous dis ça parce que on entend souvent une espèce de relativisation de ce qu'on appelle les questions sociétales. On dit oui, mais en gros, les cathos ou les gens de droite ne se lèvent que pour les questions sociétales et jamais pour les questions lourdes, les questions sociales, le chômage, etc. En réalité, il me semble que les questions sociétales, c'est pas juste des questions réservées aux salons parisiens ou autres. Les questions sociétales, à mon sens, mais je pense qu'on pourra en parler, sont les questions prioritaires. Il s'agit de la conception même qu'on a de l'homme et donc de ce qui structure toute une société. Et donc, il n'est pas du tout honteux de s'opposer au mariage pour tous sans être allé manifester pour Aulnay ou autre, précisément parce que c'est plus important. La conception qu'on se fait de l'homme est plus importante que le salaire qu'il peut avoir. Merci.